Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EBIM, le podcast de Man & Machine dédié à la digitalisation du monde de la construction. Je m'appelle Siama Mokran et pour cette deuxième saison, je vous propose de repartir à la découverte d'initiatives inspirantes autour du BIM et du digital. Je vous partagerai des récits de projets, des retours d'expérience, des conseils avisés sur une thématique d'actualité. Une chose est sûre, tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu envie de questionner un sujet crucial dans notre secteur, la cybersécurité. Nous avons toujours tendance à penser que cela ne concerne que les DSI ou les responsables informatiques, que stocker nos données et modèles BIM sur une plateforme collaborative suffit à en garantir la sécurité. Mais face aux récentes attaques subies par les acteurs de la construction et les institutions en France, il est temps de se poser la question de la sécurité de nos données de projet. Où se trouvent-elles ? Qui y accède ? Que deviennent-elles une fois le projet livré ? Y a-t-il un traitement spécifique des données dites sensibles ? Denis Boudy, mon invité d'aujourd'hui, est en charge de l'activité de cybersécurité chez Ingérop. Il nous fait découvrir un univers qui fait froid dans le dos. Et bim, Denis, c'est à toi. Bonjour Siem. Denis, peux-tu te présenter s'il te plaît et rappeler à nos auditeurs qui est Ingérop et dans quel domaine vous officiez ? Eh bien, donc, je suis Denis Boudy. J'ai une carrière avec plusieurs casquettes. Je suis issu du monde de la technique au sens large, du monde de l'électricité à la base. Puis je suis passé par le domaine de la mécanique, de l'automatisme industriel. Et puis petit à petit, je me suis dirigé vers les domaines de la construction. Et là, j'ai découvert entre autres un petit processus à 3 lettres, le fameux BIM. J'ai rejoint Ingérop en 2019. Ingérop est un bureau d'études qui officie principalement autour du conseil, bien entendu, et de l'ingénierie au sens large. Ils officient sur 7 domaines d'activité. Et aujourd'hui, le groupe Ingérop, c'est 2300 personnes pour un chiffre d'affaires de 273 millions d'euros. Merci Denis. Et chez Ingérop, en tant que bureau d'études d'ingénierie, justement, qu'est-ce qui a posé la question de la cybersécurité des projets ? Il faut commencer par le commencement. Ingérop traite depuis de nombreuses années des données sensibles dans des domaines tels que la production d'énergie nucléaire, dans des domaines tels que le militaire, d'autres aussi sujets tels que les data centers pour des grands groupes bancaires, des data centers pour des ministères divers et variés. Et à partir de là se posent naturellement des questions autour de la sécurité des actifs numériques pour les maîtres d'ouvrage pour lesquels Ingérop travaille. Au travers aussi d'une autre thématique, s'est posée la question de la cybersécurité. Ingérop a subi en 2018 une cyberattaque. Et donc, à partir de là, c'est aussi mené une réflexion d'importance sur le risque cyber à l'échelle de tout le groupe. Et Ingérop a mis en place, on va dire, une série de montées en compétences de son personnel et s'est posé aussi toute une réflexion sur le risque cyber en tant que tel. Et alors, pourquoi cette notion de cybersécurité est-elle importante selon toi ? Pourquoi faut-il la prendre en charge ? Aujourd'hui, on est dans un monde qui se digitalise de plus en plus, qui se numérise de plus en plus. L'ingénierie et le monde de la construction, bien entendu, suit cette suite logique. On vit dans un monde numérique, on vit dans un monde digital et les entreprises, nos partenaires, nos maîtres d'ouvrage font appel aujourd'hui justement au numérique pour gérer leurs actifs, justement, physiques, leurs actifs immobiliers. Donc, quand on va construire justement un nouveau projet, on va s'appuyer sur des processus numériques tels que le BIM, bien entendu. Et à partir de là, on produit une succession d'informations, de plans, de données qui agrègent des informations plus ou moins sensibles. Alors, a priori, comme ceci, si on ne se passe pas forcément cette question-là sur cette typologie des données, on ne va pas forcément se rendre compte de ce niveau de sensibilité de ces données-là. On va prendre un exemple tout bête, bateau, le plus classique, et comme ça tout le monde l'imagine très bien, c'est la vidéosurveillance. Voilà, si l'ensemble des acteurs d'un projet, dans un processus BIM, accèdent à des données de vidéosurveillance, on se rend bien compte
par du bon sens que la résilience de la sécurité justement des actifs physiques est remise en cause si tout le monde sait où sont positionnées les caméras, les typologies de caméras, sur quel réseau IP elles sont branchées, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc à partir de là, se pose effectivement la question de se dire, aujourd'hui, en construction, on utilise le numérique. Le BIM est un processus qui fait appel justement à la production de données numériques. On agrège un grand nombre d'informations autour des modèles numériques, des différents métiers. Donc, se pose la question de se dire, est-ce que les données que je produis dans mon métier ont une sensibilité particulière si elles sont mises à disposition de mains de personnes malveillantes? Et donc, je me pose la question de comment les protéger. Donc, Et du coup, je me pose la question de comment les protéger au mieux. Surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'ensemble de ces données-là, ce ne sont pas uniquement nos données propres à un métier. On est expert dans un domaine, en CVC, en ELEC, en sécurité incendie, ainsi de suite, en vidéosurveillance. Certes, cette expertise, elle est là pour apporter justement, on va dire, une plus-value sur le patrimoine qui va être construit. Mais cette expertise, avant tout, derrière, elle va être délivrée, rendue, donnée en termes de livrables, sur un DOE par exemple, au maître d'ouvrage. Et donc, il faut derrière garantir une sécurité autour justement de cet actif numérique qui appartient maintenant ensuite à la livraison au maître d'ouvrage. C'est son actif à lui. Pour rentrer un peu plus dans le détail par rapport à ce qu'on vient de se dire, Denis, qu'est-ce que la cybersécurité des projets de construction ? Il faut voir la cybersécurité dans son ensemble. Si on reprend cette notion qu'on a évoquée précédemment de l'actif numérique du maître d'ouvrage, il faut prendre en compte la cybersécurité pour sécuriser et rendre fiables ces actifs numériques qui vont lui être donnés au maître d'ouvrage. Il faut prendre en compte la cybersécurité dès la phase de conception jusqu'à la phase d'exploitation-maintenance. On a un livre blanc tout récemment qui est sorti de la Smart Building Alliance, justement, qui prend en compte et qui présente la cybersécurité au niveau justement du bâtiment intelligent, du Smart Building. Il va y avoir aussi la cybersécurité sur, quand on parle de Smart Building, sur les objets intelligents qui vont être implémentés derrière. Et puis, il va y avoir la cybersécurité aussi sur l'exploitation, donc le système d'exploitation du bâtiment. On va parler là aussi de la cybersécurité au niveau du BOSS. Donc, on voit que, fur et à mesure qu'on avance dans un projet, entre sa phase de conception, sa phase de construction, réalisation et sa phase d'exploitation, il va falloir avoir un regard particulier sur l'ensemble de ces étapes et avoir quelque chose, une suite assez logique de cette cybersécurité-là. Parce que les auteurs d'actes malveillants profiteront justement de ces failles. Si on a une faille en conception, ils vont attendre peut-être le moment de la mise en exploitation du bâtiment pour profiter de cette faille-là. C'est-à-dire avoir accès justement à des informations sur les portiques d'entrée, sur le pilotage de la GTB, de la GTC qui offre une faille, et je vais pouvoir, pourquoi pas, surchauffer le bâtiment ou sous-chauffer le bâtiment, bloquer les gens à l'intérieur. C'est arrivé, on a vu par le passé où les employés ont été enfermés justement dans l'hôtel. Les hackers ont pris la main sur le système de gestion justement automatique des portes. Donc, ce n'est pas Star Wars, c'est la réalité. Ce sont des choses qui peuvent arriver et qui arriveront si on laisse à disposition des informations comme ceci sur les différentes phases justement d'avancée du projet, des informations sensibles au travers d'espaces non sécurisés, au travers d'une mauvaise sécurité justement de l'ensemble des contributeurs sur un projet. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut prendre en compte cette notion de cybersécurité dès le démarrage d'un projet et en fait sensibiliser l'ensemble des équipes à ce sujet-là dès la phase conception et aux différents interlocuteurs qui vont intervenir sur le projet tout du long, quoi. C'est exactement ça. Dès 2020, par exemple, l'éditeur PwC émettait un livre blanc où ils sensibilisaient justement dans le domaine de la construction. Ils accompagnent les acteurs de la construction aussi dans la transformation digitale et dans leur sécurité de leurs actifs numériques. Et PwC mettait un accent particulier justement sur le risque porté notamment sur le BIM. Alors pourquoi ? Tout simplement, nous sommes dans un processus de production de données numériques avec de multiples contributeurs sur de multiples facettes des métiers du bâtiment, et donc le risque est d'autant plus important justement si on n'a pas un regard particulier sur ce niveau de sensibilité des données. Et alors aujourd'hui, donc tu parles du BIM, bien sûr, qui est
une porte d'entrée quand même à des données. Enfin, tu m'avais évoqué cette notion de données concentrées, c'est-à-dire qu'en fait, on concentre les données à un seul endroit, mais on sait aussi qu'il y a plusieurs formes de cyberattaques. Alors, quels sont les risques de cyberattaque que vous avez pu identifier avec ton équipe? Et est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples, justement? Bon, aujourd'hui encore, malheureusement, par un manque de formation de chaque collaborateur, de chaque entreprise, Heu, on a les attaques classiques, hein, par, les attaques par ransomware, les attaques, via du phishing, donc du classique, hein, donc des emails frauduleux que vous recevez sur vos adresses de messagerie professionnelles, personnelles, des SMS frauduleux. Aujourd'hui, de plus en plus d'attaques arrivent et passent justement par l'usage, du smartphone. Ça, ce sont les plus connus. Alors pourquoi ce sont les plus connus? Parce qu'on a un manque de formation et les hackers profitent justement de notre manque de formation, de nos manques de sensibilisation pour pouvoir encore officier via ce type d'attaque. Hem, on anticipe la vision, c'est-à-dire qu'une fois que tout un chacun sera, monté en compétence sur ces sujets-là, les hackers vont devoir, trouver une autre porte d'entrée. Je donne une image souvent, je transpose les hackers sur des lions. Donc les lions rôdent devant nos clôtures de chaque entreprise et cherchent une faille dans la clôture, justement une petite ouverture, une brèche dans cette clôture pour venir, nous manger, donc manger l'ensemble des données qu'il y a mangé dans une entreprise. Donc les lions rôdent en permanence. Et les lions rôdent, ils cherchent aussi des nouveaux principes d'attaque. On parle tout à l'heure, depuis tout à l'heure justement, d'actifs numériques, de la valeur de ces actifs numériques. Donc il faut bien comprendre que quand il y a une attaque par ransomware, ils cherchent à vous dérober des informations, à vous dérober de la donnée. Et l'objectif pour dérober cette donnée-là, qu'est-ce qui les motive? C'est la valeur que va avoir cette donnée-là. Alors ça va être vos informations bancaires, ça va être des informations sur vos cartes bleues, ok, des informations sur votre carte d'identité, votre compte de sécurité sociale, parce que tout ça derrière, ils vont pouvoir le revendre, le monnayer. Hein, quand un grand hôpital parisien se fait attaquer, on va retrouver l'ensemble des données en vente à 3 $, 4 $, justement la carte d'identité ou le numéro de passeport ou des informations sur un passeport, ainsi de suite. Donc c'est ça la valeur ajoutée. Grosso modo, on sait très bien que la rançon n'est quasiment jamais payée. Parce que c'est pas le but, il faut pas les alimenter, il faut pas leur donner des moyens. Mais c'est un petit peu un nuage, un écran de fumée, hein, c'est le sommet de l'iceberg. C'est pendant qu'ils vous occupent, parce qu'ils ont bloqué justement votre système informatique avec cette notion de rançon et au déblocage de votre système informatique, eux, ça leur a laissé le temps de mettre en vente justement sur, justement le dark web, le deep web, ces informations-là. Donc ça, c'est la réalité. Alors Denis, juste rapidement, donc tu as évoqué 2 ou 3 termes un petit peu techniques, hein. Donc je reviens sur le phishing, le ransomware, le dark web, le deep web. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que sont tous ces concepts un peu? C'est un peu comme le BIM, c'est des nouveaux vocabulaires. Il faut apprendre un petit peu tout ça, effectivement. Le ransomware, ou dans la langue de Molière, le rançongiciel. Donc, c'est un logiciel, si vous voulez, un malware qui va être déployé à votre insu, sur votre poste de travail, par exemple. Et puis, ensuite, derrière, qui aura pour objectif de déployer un logiciel qui va crypter vos données. Hein, c'est une méthodologie, donc c'est une méthodologie d'attaque pour arriver à aller justement remonter, par exemple, soit sur votre poste de travail, crypter vos données sur votre poste de travail, et puis vous aurez un joli message d'accueil en vous disant, voilà, l'ensemble de vos données de votre poste de travail sont cryptées. Si vous payez pas cette rançon, je vous donnerai pas le code vous permettant de décrypter, de à nouveau accéder à vos actifs numériques. Ce type d'attaque, en général, peut s'opérer à l'échelle d'un poste de travail. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse le plus, et c'est ce qu'on entend parler le plus souvent quand on a des attaques à grande échelle qui font la une des journaux télévisés, ce type d'attaque va passer potentiellement par votre smartphone, ce petit logiciel, ou par votre poste de travail, via votre boîte mail, et va remonter via le réseau et aller crypter les données du serveur pour avoir un impact plus grand, bien entendu, et que la rançon soit d'autant plus justifiée si l'ensemble d'un système d'information d'un hôpital est totalement crypté ou une grosse entreprise du monde de la construction est cryptée. Effectivement, ça empêche les employés de travailler puisqu'on va mettre, entre guillemets, on va couper l'accès global à son propre système d'information de manière à essayer de faire en sorte que le rançongiciel ne soit pas déployé sur plus de postes de travail, plus de serveurs encore, et il fasse encore plus de mal.
Le phishing, c'est le principe du mail frauduleux, hein. C'est un mail qui va se faire passer, par exemple, pour votre banque, pour l'assurance maladie. Alors, en ce moment, c'est souvent Chronopost, en ce moment, tiens, voilà: «Oh, il y a eu un problème de livraison sur votre colis, veuillez vous connecter, et votre colis est plus gros que d'habitude, et il faut rajouter 11 €», voilà. Alors, ça paraît ridicule comme ceci, donc on va payer les 11 € pour bien recevoir le colis qu'on soi-disant on attendait. Alors, comme il y a beaucoup en ce moment de ventes par internet, on reçoit souvent beaucoup de colis, et si on n'est pas attentif justement à ce type de message, ce sont des mails très bien construits, là, ceux qui fonctionnent, hein, parce qu'il y en a qui fonctionnent beaucoup moins bien, où il y a beaucoup de fautes d'orthographe, où on repère tout de suite l'arnaque, mais ceux qui sont très bien construits, tout y est, tout va bien. Voilà, le logo est correct, c'est bien écrit, il y a pas de faute d'orthographe, on vous demande de cliquer là, le message est super cohérent, et là vous tombez dans le panneau. Et là, l'objectif, c'est de récupérer vos coordonnées bancaires ou de récupérer tout autre type d'information. Et alors, ce fameux dark web et deep web? Ah bah là, on va dire, c'est le côté obscur du web, où on va pouvoir retrouver justement des bases de données qui vont être mises en vente, qui vont être voilà, les hackers vont vous proposer d'acheter justement ces bases de données où on va retrouver des informations qui ont été exfiltrées justement via ces attaques par rançongiciel, par exemple. Et ça va vous permettre d'accéder justement à des sources d'informations sur des carnets d'adresses, des numéros de carte bancaire, mais aussi des plans. Tout récemment, là, c'est pas plus tard qu'en début de ce mois de mars, il y a des sites internet basés sur ArcGIS, notamment, qui ont été défaussés, et les hackers ont récupéré à peu près quelques gigas d'informations sur des plans, justement, d'administration américaine, de sociétés américaines, avec des informations sur les employés, adresse email, téléphone, localisation. Donc, ce sont des sources, et on allait vérifier ça. Nos équipes sont allées voir. On a réussi à identifier le compte Telegram des hackers, du groupe des hackers en question. Et effectivement, on s'est procuré des plans très facilement, puisqu'ils donnent des exemples, justement des plans. Et là, on a trouvé le plan justement de la mairie d'Orlando, notamment. Ah, très bien, en PDF. Donc, ce ne sont pas des IFC, ce ne sont pas d'autres formats propriétaires d'un processus BIM, mais on peut imaginer justement et se projeter, c'est qu'aujourd'hui, si un simple PDF a déjà de la valeur, quelle valeur on va pouvoir imaginer avoir autour d'un IFC qui sera beaucoup plus riche, facilement utilisable, ouvrable sur un viewer traditionnel, et sur lequel on va retrouver des informations voilà, sur tous les réseaux, sur tout ce que l'on peut avoir dans un processus BIM, suivant le cahier des charges BIM ou la convention BIM du projet. Mais j'en parlerai plus globalement. Je reviendrai d'ailleurs sur la convention tout à l'heure. C'est intéressant. Waouh! Alors, je voudrais un petit peu revenir sur les profils des hackers là, qui s'intéressent à nos données. Alors, on a toujours tendance à les imaginer en lunettes noires derrière leur écran, dans une salle obscure, en train de guetter nos failles. Un sweat à capuche sur la tête. Voilà, le sweat à capuche, etc. Quel est le profil d'un hacker, ou quels sont les profils finalement des hackers d'aujourd'hui qui cherchent à gripper nos données? Aujourd'hui, c'est des nouveaux groupes, entre guillemets. Il y a nouveaux groupes mafieux, déjà. Il y a des gens qui sont là pour essayer de gagner de l'argent et qui vont mettre à profit leurs compétences, justement, en termes de cyberattaques. Derrière, donc, n'importe qui potentiellement peut faire appel à eux. Ça peut être votre propre concurrent qui veut vous ralentir économiquement, hein, voilà, qui veut vous mettre à mal et qui va les missionner, entre guillemets, les payer pour mener une attaque, justement, cyber sur votre système d'information et ralentir, justement, votre fonctionnement. Ensuite, on va avoir des groupes plutôt de hackers venant d'États. Justement, aujourd'hui, on est en pleine guerre, on va dire, URSS-Ukraine. Là,
Aujourd'hui, les cyberattaques font rage de part et d'autre, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien. D'autres pays aussi attaquent d'autres États ou nous attaquent à nous aussi, État français. C'est toujours difficile aujourd'hui de les identifier très clairement. C'est peut-être une attaque qui émane de ce pays ou de ce pays ou de ce pays contre ce pays, mais c'est très difficile à identifier. Ceci dit, ils restent très bien organisés. Ce sont des groupes organisés, structurés, qui préparent pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans des attaques. C'est-à-dire que c'est pas un groupe ou un individu qui s'est levé le matin et qui dit « Tiens, je vais mener une cyberattaque contre une société de construction ». Du coup, notre État, la France, est vigilant aussi là-dessus, sur des opérations comme des constructions autour des Jeux Olympiques. Il y a eu des vigilances particulières. Il y a eu des demandes de fait sur de l'anonymisation justement d'informations, y compris dans le processus BIM, par exemple, d'anonymiser les auteurs justement de production de données numériques, de maquettes BIM. Donc ça a été demandé justement auprès de certains membres du groupement, des groupements qui ont travaillé pour la construction donc, du village des Jeux Olympiques. Et pourquoi j'anonymise alors ? J'anonymise l'information parce que je peux identifier très clairement qui a produit cette donnée. Et je peux ensuite aller la surveiller. Je peux mener une enquête sur elle, savoir qui elle est, tout simplement, chez un GEROP, par exemple, sur des projets sensibles, où on a une classification de la donnée, par exemple, qui va être classifiée diffusion restreinte, on va avoir des sensibilisations de nos collaborateurs, justement, sur des comportements à adopter. On ne parle pas de ces sujets-là dans les transports en commun, on ne parle pas de ces sujets-là entre collègues au restaurant. Dans le transport en commun, si on ouvre son ordinateur, on doit avoir une solution qui filtre justement notre écran pour pas qu'il y ait des regards émanant du siège de derrière, par exemple, sur l'écran pour identifier ou pouvoir prendre en photo l'écran pendant que j'ouvre de l'information, je lis un document Word, un contrat ou quoi aux caisses, ou que j'analyse un plan, une maquette, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu m'avais parlé de quelques exemples aussi qui constituent une porte d'entrée en fait pour ces hackers. Donc je pense par exemple à un script Dynamo. Alors malheureusement, s'ils nous écoutent, voilà, s'ils n'y avaient pas pensé, maintenant ils vont pouvoir y penser. C'est aussi tout l'enjeu dans la cybersécurité, c'est d'essayer d'anticiper et d'informer sur le risque. Par exemple, je vais revenir sur ce sujet-là, mais l'anticiper permet aussi de donner malheureusement des informations aux hackers. Être transparent sur le risque cyber permet aussi d'ouvrir une porte aux hackers. Par exemple, en France et en Europe, on a le devoir, si on a une faille dans un logiciel, si par exemple Autodesk a une faille dans son logiciel, va avoir le devoir d'informer ses clients qu'il y a une faille et qu'il faut absolument procéder à la mise à jour pour corriger cette faille-là. Donc ça, ce sont des sources d'informations qui sont, non, mais c'est du bon sens encore une fois, à la disposition des hackers. Attention, je suis Autodesk, j'ai une faille. Attention, je suis Microsoft, j'ai une faille. Attention, je suis un autre éditeur de logiciel, j'ai une faille. Donc faites les mises à jour. Si vous ne faites pas ces mises à jour, ça c'est, on va dire, une ligne droite qui va être tracée pour le hacker, pour les surveiller, justement si vous avez fait les mises à jour ou pas. Et donc, on s'est rendu compte, on est allé plus loin que le simple mise à jour du logiciel à faire, c'est est-ce qu'il y a d'autres risques qui existent ? Et effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de scripts Dynamo qui sont utilisés et on s'est aperçu qu'il était très facile, justement, d'introduire du code malveillant dans un script Dynamo et de pouvoir lancer des opérations transparentes, sans que vous en rendez compte, justement, aller se connecter sur une page web, télécharger un petit utilitaire, sur un serveur web. Donc, votre navigateur web ne va pas s'ouvrir, bien entendu. Ça, vous ne le verrez pas. Pareil, tout récemment, il y a des hackers qui ont profité d'une faille dans la signature des documents Adobe. Vous savez, vous pouvez signer numériquement Adobe, les PDF. Ils ont profité justement de cette faille-là pour injecter du code malveillant et pouvoir derrière injecter et lancer un rançongiciel sur votre poste de travail ou sur l'infrastructure informatique. On pourrait faire tout à fait la même chose aussi sur des formats IFC ou sur tout type de format de fichier. Voilà. Donc, ce sont des risques aujourd'hui qui potentiellement peuvent ouvrir justement des portes des failles. Et alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence aujourd'hui sur une entreprise ? À part le fait de la mettre à genoux pendant quelques heures, on va dire, ou quelques jours. Alors, il faut imaginer, si mon bâtiment brûle, que mes serveurs brûlent,
qui était dans l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Comment je redémarre l'activité? Si j'ai une inondation, comment je redémarre l'activité? Et si j'ai une attaque cyber, comment je redémarre l'activité? C'est là aussi, encore une fois, du bon sens. Et faut se poser ces questions-là. Malheureusement, les très petites entreprises, les TPE, PME, sont les plus grandes victimes aujourd'hui de cyberattaques. On n'entend pas forcément parler, il n'y a pas tous les chiffres, on n'a pas toutes les remontées en termes de chiffres parce que souvent, elles ne remontent pas le fait qu'elles soient victimes d'une attaque cyber. Et malheureusement, j'ai pu échanger notamment avec la Fédération du bâtiment, qui fait pas mal d'informations et qui a lancé une grande campagne d'information auprès de ses adhérents sur le risque cyber. J'ai pu participer justement dernièrement à un atelier d'information sur ce sujet-là. Et il y a un grand nombre de TPE, PME qui ne se remettent pas, justement, qui n'ont pas de plan de reprise et qui mettent la clé sous la porte. C'est une cessation d'activité. Je n'ai plus accès à mes données numériques, je n'ai plus accès à rien. Donc je fais plus ma compta, je fais plus ma paye, je gère plus mes projets, j'ai plus mes plannings, j'ai plus rien. C'est fini. J'ai subi un incendie, j'ai subi une inondation. C'est la même chose. Et alors j'ai envie de te poser une question. Il existe des assurances pour parler justement de cette TPE, PME? Alors, il y a eu une démarche, les assureurs ont lancé des plans là-dessus. Puis il y a eu un retour en arrière. C'est qu'ils ont arrêté de mettre en place justement des assurances dans ce domaine-là. Et puis là, l'État, tout récemment, alors ça a été très controversé, mais l'État a mis en place et a souhaité justement qu'il y ait une assurance, que des assurances reprennent justement et réassurent sur des attaques cyber derrière, voire même qu'elles aillent jusqu'à payer, pourquoi pas, la rançon. C'est très controversé. Très, très controversé. Parce que ça va à l'encontre un petit peu des directives que peut donner l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et qui accompagne les entreprises aujourd'hui à la fois dans les montées en compétences sur le risque cyber, mais aussi sur de la reprise d'activité en cas d'attaque de cybersécurité. Donc, ça évolue. On a une nouvelle directive d'ailleurs européenne qui va rentrer en vigueur courant du deuxième semestre 2024. C'est l'État français d'ailleurs et qui est à l'origine de l'évolution de cette directive cyber à l'échelle européenne. Ça s'appelle la directive NIS 2, Network Information Security, donc des systèmes d'information. Et on va voir arriver des directives, on va dire un durcissement. Justement des directives en termes de cybersécurité, principalement sur ce qu'on appelle des secteurs sensibles. Donc, il va y avoir 23 secteurs d'activité déclarés comme sensibles. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette directive-là, mais derrière, on voit arriver dans cette directive plusieurs choses. Déjà, la responsabilité de la supply chain. Donc, tous les prestataires qui vont dépendre, justement, et donc l'ANSSI est en train de traduire cette directive sur une loi, justement, française. Chaque pays est en train de faire ça pour une entrée en vigueur, comme je l'ai dit, deuxième semestre 2024. Et ce qu'on voit, c'est que la supply chain va porter autant de responsabilités. Donc, vous prenez le secteur d'activité, de la production d'eau, voilà, qui va être concerné. Ce sont des secteurs sensibles. Derrière, si vous faites un projet pour un maître d'ouvrage dans le domaine de la production d'eau, vous allez très certainement, ça va nous être confirmé très rapidement courant de fin d'année 2023 par l'ANSSI. Vous allez avoir des droits et des devoirs en termes de cybersécurité. Ce que l'on voit arriver notamment, c'est la responsabilité du dirigeant qui va être engagé. C'est-à-dire que si l'entreprise subit une cyberattaque et qu'on démontre qu'elle n'a pas mis en place toutes des règles de cybersécurité, toute cette hygiène autour de la cybersécurité, le dirigeant va être reconnu en tant que tel comme responsable. L'entreprise risquera une amende de 2% de son chiffre d'affaires, avec un maximum de 10 millions d'euros. Alors Denis, justement, tu parles des entreprises qui risquent d'être sanctionnées si elles n'ont pas mis en œuvre, en fait, soit des systèmes, soit des pratiques leur permettant de se protéger de ces cyberattaques. Quelles sont les mauvaises pratiques ou les attitudes à risque que vous avez identifiées? Aujourd'hui, c'est la première des mauvaises pratiques, c'est l'usage du matériel professionnel à titre personnel. De manière très basique, j'ouvre mon Gmail sur mon PC professionnel.
Ou tout simplement, quelqu'un qui se fait passer pour un collègue à vous. Tiens, j'ai mon neveu qui recherche du travail, voilà son CV, et vous avez dans le fichier PDF, justement, un fichier PDF corrompu avec un malware à l'intérieur, et vous ouvrez le PDF parce que vous allez rendre service, parce que vous avez bon cœur, et là, c'est parti, et l'attaque est lancée. Et de toute façon, dans la plupart des attaques aujourd'hui, la faille, c'est nous, c'est l'homme. C'est ce qu'on rencontre, c'est ce que toutes les études montrent aujourd'hui. La faille, c'est nous. Et encore une fois, je rebondis et je redis encore une fois la même chose, mais les hackers profitent de notre manque de formation sur ces sujets-là. Tu m'avais parlé aussi de cette notion d'héberger ces données sur des environnements concernés par du Patriot Act ou des petites notions un peu qui sont éloignées de notre travail au quotidien. Oui, on pense que c'est Star Wars, encore une fois, que c'est la guerre des étoiles. Oui, il y a des réglementations, et notamment dans le cadre de NIS 2, la directive européenne dont on parlait précédemment, elle va faire et elle va donner des directives complémentaires sur le fait de se dire, voilà, aujourd'hui, les données que l'on produit, il ne faut pas être naïf, elles peuvent intéresser tout un chacun parce que ces données-là ont une valeur. Et donc, on ne peut pas, une donnée qui va concerner un réseau de gaz, par exemple, ne peuvent être stockées n'importe où, sur n'importe quelle plateforme, dans n'importe quel état. Voilà. Ça peut intéresser quelqu'un. Voilà. Quelqu'un va avoir un droit de regard. Les Américains, depuis de nombreuses années, justement, ont mis en place le Patriot Act. Et quand vous utilisez des plateformes de stockage qui dépendent du droit américain, que vous utilisez des logiciels qui dépendent du droit américain, eh bien, vous avez des agences gouvernementales qui s'octroient le droit, voilà, et vous ne pouvez pas les empêcher d'accéder à vos données, potentiellement. Donc, il faut remettre ça dans le contexte un petit peu géopolitique dans lequel on vit aujourd'hui, ne pas être naïf, justement, sur ce contexte géopolitique, et nos données, aujourd'hui, professionnelles, intéressent toujours et intéresseront toujours quelqu'un. Donc, ces données-là, il faut se poser la question, c'est quoi le degré de criticité, de sensibilité de ces données-là, et où je la stocke, et comment je la stocke. Voilà. Comment je la stocke, comment je la mets en partage avec mes partenaires, avec les maîtres d'ouvrage, voilà. Comment je travaille cette donnée-là, comment je fais vivre cette donnée-là. Tu parles de faire vivre ces données-là. Moi, je me pose toujours la question parce que j'ai eu un cas dernièrement où, par hasard, en fait, j'ai pu accéder à un projet auquel j'avais participé il y a déjà 5 ans. Et donc, je me reconnecte sur cette plateforme sur un tout autre Par sujet. hasard. Voilà, et je retrouve ce projet-là qui est encore sur cette plateforme auquel j'ai accès et donc, en fait, dont les données ne m'appartiennent absolument pas, bien sûr, puisque j'étais cotée, on va dire, intervenant projet. Est-ce que c'est, selon toi, un acte, on va dire, C'est ça, ça fait non fiable? partie, ça fait partie de sa compréhension de la gestion du risque sur la donnée numérique. On parlait justement, tu vois, de faire vivre cette donnée-là. Aujourd'hui, il faut mettre en place, quand on va produire ces données-là, quand on va être, par exemple, en maîtrise d'œuvre ou participer à un groupement en maîtrise d'œuvre, et puis après, derrière, ça va concerner aussi tous les acteurs, c'est, quel est le niveau de criticité, de sensibilité des données, de l'ensemble des données que je vais produire. Voilà, du contrat, du devis, jusqu'à la documentation technique, voilà, toutes ces données-là. Il faut classifier, il faut organiser, hiérarchiser la criticité de ces données-là. Et puis ensuite, derrière, sur un projet de construction, quand on fait une convention BIM, par exemple, on a tous les contributeurs du processus BIM. Et bien là, on doit avoir, là aussi, tous les contributeurs au projet et savoir qui a le droit d'en savoir. Et il faut arriver à gérer précisément le droit d'en savoir et tracer qui a eu le droit d'en savoir, c'est-à-dire qui a le droit d'accéder à quelles informations. Et ça, c'est important parce que dans la gestion du risque de votre cybersécurité, vous devez pouvoir tracer, loguer, historiser qui a accédé à cette donnée-là. Et donc, on va voir que justement, les plateformes, et notamment les solutions de gestion électronique de documents, qui aujourd'hui proposent justement cette traçabilité de l'information, ça va être quelque chose de plus en plus important et qu'il va falloir absolument intégrer dans son système d'information. Est-ce que dans ta mission, dans cette entité que vous avez chez Ingérop, est-ce que vous avez identifié des outils
qui nous permettent aujourd'hui, au-delà de la sensibilisation, bien sûr, des équipes, je pense que de ce que tu dis, c'est que même les équipes projet doivent être vraiment extrêmement sensibilisées à ça et ne pas se jeter ou jeter leurs données dans n'importe quelle plateforme à n'importe quel moment et se soucier surtout de comment leurs données vont continuer à vivre et où est-ce qu'elles vont atterrir. Mais côté outils aujourd'hui, de quoi je peux m'équiper justement pour pouvoir un peu me protéger de ce risque? Alors, des outils, il y en a beaucoup. Avant de parler des outils, je reviendrai dessus. Il y a d'abord, j'aimerais évoquer les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques à avoir, c'est, on l'a dit, usage personnel et professionnel, voilà, à prendre en compte. Donc, je n'utilise pas mon matériel professionnel, mes moyens, mon téléphone professionnel, mon PC professionnel pour des usages personnels. Ça, c'est à prendre en compte. Voilà, c'est dans le cadre de la formation. Ensuite, il y a le maintien à jour de son antivirus, le maintien à jour de son système d'exploitation. Voilà, je remets pas à plus tard tout ça. Ce n'est pas que pour faire beau, que pour avoir des nouvelles fonctionnalités. On corrige à chaque fois des failles, des portes d'entrée, justement. On va réparer les clôtures pour éviter que les lions rentrent. À chaque fois, c'est ça. Et ça, c'est aussi bien valable sur son poste de travail que sur son smartphone. Donc, il faut avoir, on va dire, cette hygiène-là de ne pas remettre à demain ou au lendemain ou ne pas passer outre toutes les propositions de mise à jour de vos outils au quotidien qui sont faites. Il faut le faire. L'antivirus, bon, ça, c'est l'outil, ça paraît bateau comme ça à dire ça, mais voilà, on doit avoir un antivirus. Un antivirus à jour, vérifier que l'antivirus est toujours actif et performant et ne pas le désactiver parce que on veut lancer un VPN gratuit pour pouvoir voir la Formule 1 via un VPN donc et accéder à un autre pays pour pouvoir avoir la Formule 1 sur Canal+. Dans les usages aussi, éviter de se connecter sur des Wi-Fi publics. Voilà. Vous ne connaissez pas le niveau de sécurité des Wi-Fi publics. Il est préférable, par exemple, de partager la connexion de son téléphone 4G professionnel, à condition qu'on n'ait que des usages professionnels avec, pour pouvoir accéder justement au web et faire les actions qu'on a à faire au niveau professionnel. Voilà, ce sont les gestes barrières à mettre en place là-dessus pour pouvoir avoir une bonne hygiène informatique. Ensuite, si on va rentrer un petit peu plus en profondeur sur les outils à généraliser. Aujourd'hui, c'est de prendre conscience que si j'utilise des plateformes, comme on l'a dit, américaines ou d'un autre pays, hors de l'Union européenne, il est préférable de chiffrer ces documents, chiffrer ces données. Voilà. Aujourd'hui, il y a tout un tas de solutions de premier niveau qui permettent un chiffrement. Alors, plus l'outil, alors bien sûr, si vous avez un produit gratuit, il va peut-être falloir 3-4 jours à un hacker pour déchiffrer cette donnée-là, mais ça va le ralentir. Il faut voir la cybersécurité un petit peu comme un oignon face à l'hiver. Si l'hiver est rude, l'oignon, il va se protéger, il va mettre de plus en plus de couches. L'idée qu'il faut avoir, c'est je vais, moi, multiplier ces couches, justement, pour ralentir l'accès à ma donnée. Voilà. C'est un petit peu cette idée-là qu'il faut généraliser. Donc, si je chiffre ma donnée avec des outils qui sont robustes en termes de chiffrement, avec justement des algorithmes de chiffrement à 256 caractères, par exemple, je vais ralentir, ça demandera un mois à un groupe de hackers avec d'énormes moyens pour déchiffrer les plans de la Banque de France. Mais ça va les ralentir, voire les empêcher peut-être même totalement parce que finalement ça prend trop de temps, je vais pas gagner d'argent avec ça, c'est trop compliqué, je passe à autre chose, je vais chercher un autre os à ronger. Voilà, c'est un petit peu la philosophie à avoir. Donc, on a des outils, là, comme ceci, là, de chiffrement. On a des outils, alors là, je parlais déjà au premier niveau, c'est-à-dire au niveau de la donnée elle-même. Donc, on va sécuriser cette donnée en la chiffrant. Ensuite, quand on va diffuser cette donnée, la déposer sur une plateforme BIM, par exemple, il va falloir là aussi utiliser des outils qui vont chiffrer le flux du réseau. Ma donnée a été chiffrée, mais comment elle va de mon poste local justement jusque sur la plateforme. Donc, elle va passer par, on va dire, notre grand Internet, notre réseau Internet. Mais là, il faut s'assurer que dans ce cas-là, ces flux réseau soient protégés. Et eux aussi, on peut chiffrer. Il y a des outils, des solutions aujourd'hui qui existent pour chiffrer ces flux réseau. Donc, voilà. Donc, on va, comme ceci, créer une chaîne
de cybersécurité de sa donnée en analysant tout le flux de sa donnée, de son poste local, en passant par un réseau et déposé sur un espace de stockage. Donc aussi bien à l'aller et aussi bien au retour. C'est-à-dire que derrière, si on imagine par exemple dans le cadre d'un projet de construction un groupement qui va mettre en place un système d'information dédié au projet, comment je fais pour me connecter à ce système d'information et accéder, je sais pas moi, à la plateforme GED de Mezzoteam. Voilà. Là, je vais avoir une identification, donc avec une double authentification, pour bien prouver que c'est moi qui ai l'autorisation de me connecter justement à ce réseau pour pouvoir accéder à la plateforme, par exemple Mezzoteam, dont on parlait. Et ça va passer par des outils de double authentification, une clé USB avec votre empreinte que vous devez mettre dessus qui va générer automatiquement un code, une authentification, comme vous avez avec votre banque maintenant qui est généralisée, vous avez un code à saisir ou vous recevez un SMS avec un code à saisir. Voilà. Alors, ça peut paraître contraignant, mais aujourd'hui, c'est primordial et il faut l'accepter. Voilà. Mon épouse râle tout le temps. Oh là là, il faut toujours que la banque me demande des codes. Voilà. Je dis, mais comme ça, on est garanti de ne pas se faire hacker, justement, et voler notre argent. Tout ça est très, très, très intéressant et je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes qui s'intéressent justement au sujet ou pas du tout d'ailleurs, parce que je pense que tu nous as apporté beaucoup d'informations. Si on devait, on va dire, synthétiser tout ce que tu viens de nous dire et donner à nos auditeurs, on va dire, 3-4 points à retenir, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Je réinsiste encore une fois dessus. La dichotomie entre usage professionnel et personnel. Ça, c'est primordial. Le jour où, dans toutes les entreprises, ça sera acté et que par tous les collaborateurs, ça sera acté, ça sera fabuleux, on aura grandement limité le risque. Ensuite, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est primordial aussi, c'est la stratégie des mots de passe. Il faut avoir des mots de passe robustes. Voilà. Un mot de passe aujourd'hui à 8 caractères, ça se craque en 2 secondes. Si vous avez que des lettres, voilà, c'est 2 secondes pour craquer un mot de passe de 8 caractères. Donc, il faut une stratégie de mot de passe robuste. Et pour chaque application, chaque service Internet, chaque logiciel, avoir des mots de passe différents. Donc, du coup, avoir un utilitaire de gestion de mots de passe. Ça va être primordial aussi. 3, dans le cadre professionnel, mettre en place une estimation du risque autour des données. Voilà. Et mettre en place une estimation du risque autour des données avec la gestion du droit d'en savoir. Et puis, si je peux en donner un 4e ? Vas-y. Se former. Voilà, se former au risque cyber. Ne pas penser que c'est Star Wars, ne pas penser que c'est la guerre des étoiles, que ça concerne que les États. On est tous aujourd'hui concernés et il n'y a pas de typologie d'attaque. Toutes les entreprises se font attaquer, petites ou grandes. Même le particulier aujourd'hui se fait attaquer. Donc, il n'y a pas de typologie. Voilà. Tout a de la valeur aujourd'hui. Vos informations à vous, les informations professionnelles, vos informations personnelles, tout a une valeur. Donc, ce sont des os à ronger pour tous ces lions. Merci beaucoup. Vraiment, merci d'être venu nous voir et de nous avoir ouvert les yeux sur les lions qui rôdent autour de la clôture. Vraiment, merci beaucoup. De rien. Ça fut un plaisir. Merci à vous de nous avoir invités et de m'avoir permis d'apporter une petite pierre à l'édifice sur le risque numérique. Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les pages LinkedIn, Twitter et Facebook de Man & Machine pour continuer la discussion sur la cybersécurité. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouvel épisode.